Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une problématique qui est celle des adultes sensibles et doués au travail. Trouver sa place au travail et s'épanouir. Adultes sensibles et doués, un livre d'Ariel Ada et Thierry Brunel, un livre de psychologie, un livre qui m'intéresse peut-être parce que je fais partie de cette catégorie, sensible à coup sûr, doué. Peut-être, c'est toujours difficile de s'affirmer soi-même doué. En tout cas, c'est un livre intéressant, même s'il explore des voies très diverses et parfois on s'y perd un peu. Peut-être est-ce mon inhabitude à la lecture de livres de psychologie qui provoque ceci, mais en tout cas, on a des pistes de réflexion sur quelqu'un de doué au travail, comment ça se passe, quels sont les éléments à mettre en place pour qu'il s'y épanouisse, quel est le parcours des gens doués. Bref, il y a plein de pistes qui sont explorées dans ce livre par ces deux auteurs, dont l'un des deux est précisément une personne surdouée, Thierry Brunel, qui a notamment travaillé dans pas mal d'entreprises, et puis tout cela est lié aussi à un réseau de surdoués qui réfléchit à ces questions-là. Alors, je vais parcourir, comme à mon habitude, quelques pages de ce livre de manière assez désinvolte, mais simplement les titres de ce qui s'y trouve, c'est déjà intéressant. Les pièges de la vélocité intellectuelle au travail. De façon apparemment paradoxale, un des pièges insoupçonnés dressés sur leur chemin, donc celui des surdoués au travail, réside dans leur capacité. Quand ils exécutent une tâche demandée, ils travaillent bien et plus rapidement que la plupart. Même un travail ennuyeux est heureusement réalisé. Alors pourquoi désirer changer, peut-on se demander? C'est sous-estimer l'ennui que certaines tâches peuvent susciter. Au lieu de dire « c'est magnifique, mon travail est facile », et je peux très vite m'en débarrasser, ils se plaignent de cette répétition lassante et ont l'impression de tourner au ralenti. Pour un peu, ils seraient considérés par leurs collègues comme des traîtres. De la même manière que l'enfant doué se met à dos toute la classe par ses questions absurdes qui entraînent des explications supplémentaires et parfois allongent les devoirs. La question de l'ennui est une question effectivement importante, et au fond la rapidité des surdoués qui fait que le même travail est effectué par eux plus rapidement que par les autres, et quand la norme pour évaluer le travail c'est le temps de travail, eh bien ça devient problématique, puisque ils peuvent faire le même travail en moins de temps, même si c'est évidemment au bénéfice de ceux qui les emploient. D'autres questions sont posées, des questions qui ne concernent pas que le travail, mais la construction du surdoué, comment il vit dans la société, parce que la difficulté principale de celui qui est surdoué, c'est qu'il est en porte-à-faux, qu'il est en décalage avec le reste de la société, puisque les surdoués sont peut-être 2% de la population, et les surdoués vraiment extrêmes sont encore moins nombreux. Alors, évidemment, cette évaluation du surdoué, elle est complexe en elle-même. Il y a notamment la question du QI qui est posée. Le chiffre élevé du QI donne bien une indication
Mais il ne montre pas pour autant le chemin à emprunter. On peut déjà se situer dans la courbe d'une distribution normale, au sens statistique naturellement, et on remarque aussitôt qu'il n'y a pas grand monde à l'extrémité de cette courbe. Simplement, on peut se dire, maintenant je sais pourquoi j'ai parfois eu tant de mal à m'intégrer dans un groupe, pourquoi je me sens différent, pourquoi mes goûts et mes préférences ne sont pas semblables à celles des autres. Mais il faudra du temps pour assimiler cette donnée nouvelle et saisir sa pleine signification et tout ce qu'elle implique. Il y a un fossé entre la connaissance intellectuelle d'un fait et son ressenti. Et il faut aussi rappeler qu'on ne sait pas qu'on est intelligent, puisqu'on discerne ses failles d'un œil lucide et aigu, alors que l'exercice de la pensée rapide et déliée paraît naturel. Malgré tout, une fois cet élément intégré, on peut s'autoriser une audace intellectuelle renforcée et aller de l'avant d'un pas plus assuré. Savoir qu'on est surdoué, c'est peut-être la première étape pour réussir à s'intégrer et affirmer cette caractéristique. Mais c'est très difficile, c'est très difficile. Et puis bon, il y a aussi, dans la construction difficile, ce que je lis en ce moment, c'est un chapitre qui s'appelle « Adulte surdoué », une construction difficile, un sentiment de solitude. La difficulté à lier de véritables liens amicaux, et plus difficile encore, amoureux. Là, on quitte un peu le monde du travail, mais c'est une dimension importante, et peut-être aussi liée. Il apparaît bien que tout au long de ce parcours, un sentiment de solitude imprègne tous les aspects de l'existence, et il est d'autant plus délicat à cerner que cette solitude est à la fois voulue et subie. Ça, c'est quelque chose que personnellement je ressens assez souvent, une solitude à la fois voulue et subie. Les enfants doués ont souvent besoin de moments de calme et de rêve. Même lorsqu'ils sont avec des amis qu'ils aiment, ils tentent de s'isoler de temps à autre. Une fois qu'ils sont devenus adultes, cette nécessité demeure. Mais elle exige un dosage d'une telle subtilité que cet équilibre devient pratiquement impossible à maintenir. Il y a des moments heureux durant lesquels on savoure une sensation de liberté totale, et d'autres tellement glacés qu'ils provoquent une angoisse irrépressible. On pense alors qu'il faut impérativement opérer un choix, goûter le bonheur d'évoluer dans un espace qui vous appartient tout entier, avec le risque de plonger soudaine dans un puits d'angoisse, ou bien accepter des contraintes, des modifications de son rythme propre, mais savourer la chaleur d'une présence aimée. En réalité, il est plutôt rare de trouver facilement cette présence. Elle risque de rester un rêve, et même les moyens actuels qui remplacent le bal d'antan et multiplient les possibilités de rencontres n'assurent pas toujours la concrétisation de ce rêve. Il faut, outre une grande énergie, une persévérance sans faille, une constance à toute épreuve, et aussi une chance inouïe, folle et finalement exceptionnelle. Malgré tout, on entend régulièrement de belles histoires qui rassérénent les âmes en peine. Il existe des situations intermédiaires, de précieuses amitiés, une bonne réussite professionnelle et sociale, une entente complice qui se rapproche d'un sentiment véritable d'amour, occupe suffisamment pour qu'on ne se pose plus de questions dérangeantes. Plein d'autres questions de ce type-là sont posées dans ce livre. Se fier à ce qu'on appelle l'intuition, par exemple, la question aussi de l'hypersensibilité et de comment l'accepter et la combattre aussi dans le monde du travail. Il y a un blindage à avoir parfois, ou alors un sentiment lancinant d'imposture. Le sentiment d'imposture naturelle n'est pas loin, lui qui caractérise si bien les personnes douées, et ceux dès l'enfance. Lorsqu'on complimente les enfants pour une réussite particulièrement méritoire,
au test, ils disent qu'ils ont eu de la chance, et on a du mal à les convaincre que la seule chance ne suffit pas pour qu'ils aient su mener si bien des raisonnements si justes. Tant chez les enfants que chez les adultes, plane toujours l'idée qu'un jour leur nullité sera révélée au grand jour. On s'apercevra immanquablement qu'ils n'étaient pas aussi doués, habiles et astucieux qu'on le croyait. Le reste de leur vie ne sera pas assez long pour effacer le sentiment de honte qui les accablera et sera bien mérité. Quand on a de la facilité, quand les choses se passent bien sans qu'on ait à beaucoup faire d'efforts, il y a une culpabilisation qui existe, qui est incarnée par exemple par la fable de La Fontaine du lièvre et de la tortue. Dans un autre livre qui m'a beaucoup marqué sur les surdoués, mis entre guillemets d'ailleurs dans le cas de cet autre livre, je mettrai la référence quelque part par là, le titre exact m'échappe en ce moment, il y avait toute une réflexion sur le lièvre et la tortue et sur l'apologie de la tortue, alors que les surdoués, ou les doués ici, les sensibles et doués, sont des lièvres. Mais dans ce livre, Adultes sensibles et doués, ce qui m'a au fond le plus intéressé, c'est dans les annexes. Alors il y a des annexes un peu techniques sur le TDAH, etc., sur lesquelles je ne vais pas m'attarder longtemps, j'y ai pas compris grand-chose, mais il y a des portraits de vie professionnelle d'adultes doués. Alors, j'aimerais en lire un pour terminer. Blanche ou la douloureuse résilience. Blanche a eu 2 employeurs dans sa vie professionnelle. 15 ans pour le premier et 4 ans pour le second où elle est encore actuellement. Quand elle évoque sa vie professionnelle, elle parle beaucoup plus du fond que des aléas qui ont émaillé son parcours. Pour elle, le travail est vécu comme un moyen de mieux se connaître, pour progresser dans son évolution générale. Elle n'a jamais passé de test, mais on lui a toujours dit qu'elle était plus intelligente que la moyenne. Et elle a vite discerné l'avantage d'être plus rapide que cette moyenne, avec l'inconvénient de détecter très vite les comportements des uns et des autres, et, dans un souci d'adaptation, d'être obligée de prendre sur soi, et donc d'exercer, et là c'est ce que dit Blanche elle-même, une maîtrise très forte de son comportement, un contrôle de soi très important. Il y a des situations émotionnellement difficiles à gérer et que l'on évacue si on veut rester maître de la situation et ne pas se retrouver dans une posture plus fragile. On sait que le domaine des émotions est d'une grande fragilité, alors qu'on pourrait imaginer que des personnes aussi efficaces, perspicaces et habiles intellectuellement vont posséder la même force quand il s'agit de gérer leurs émotions, alors qu'elles basculent parfois dans une détresse dont on n'imagine pas l'intensité pour un mot trop dur, un reproche infondé, une remarque cruelle, mais que l'auteur ne pensait pas si mortifère. Vraiment cette sensibilité aux mots, en tout cas moi c'est quelque chose qui est important chez moi. Les personnes douées prononcent rarement des paroles en l'air, vite oubliées, et elles pensent que les autres agissent de même. Ça c'est très important, je crois, dans cette idée de la douance, c'est que les gens doués pensent que tous les autres fonctionnent comme eux, ce qui n'est pas le cas. Ils ont un fonctionnement différent de la norme, de la moyenne, et la première chose qui les aidera, ce sera de s'en rendre compte. Or, nombre de personnes disent des choses qu'elles ne pensent pas vraiment, ou bien qu'elles estimaient juste sur le moment pour les oublier aussitôt prononcées, alors que leur interlocuteur doué ne se remet pas de cette blessure profonde. Blanche s'entraîne à gérer ses émotions, source de tant de faiblesse. Ce travail va de pair avec une exigence de perfection et aussi une recherche de sens dans une société qui perd beaucoup de sens. Alors comment donner un sens à sa vie et en même temps faire que cette vie soit réaliste
et ne reste pas un rêve de sublimation où finalement on n'avance pas parce que tout est totalement infaisable ou impossible à réaliser. Ce sera cet idéal ou rien, clament les utopistes, qui risquent de passer leur existence à rechercher la configuration idéale permettant la concrétisation de leurs rêves aux grandes dames de leur famille affligées et parfois affamées. Le vrai sens pour moi, à ce stade de ma vie, c'est certainement la transmission à mes propres enfants, mais aussi dans mon environnement professionnel, pas de manière desséchée, égoïste, narcissique, mais sinon, il y a une vraie perte de sens, le quotidien devient très plat. C'est à mettre en lien avec la notion de curiosité. Je pense que l'intelligence est intimement liée à la curiosité. Là, c'était encore une citation de Blanche. Ce souci de transmission est dicté par la générosité qui caractérise les personnes douées. Ne pas gaspiller ses dons, mais les utiliser pour les mettre au service d'autrui inspire souvent leurs actions. Les enfants déjà rêvent de partir rétablir la justice, apporter le réconfort, soulager la misère dans les pays qui en ont besoin. Les associations exigent de solides qualités pour que ces interventions soient efficaces. Les personnes douées remplissent admirablement tous les critères nécessaires. Dans une perspective plus réduite, la transmission de ses connaissances, de son expérience ne va pas sans une vraie générosité. On ne garde pas pour soi son savoir, on l'a acquis pour en faire bénéficier les autres, on ne le considère pas comme une forme de pouvoir sur des ignorants admiratifs. Cette importance de la transmission, effectivement, moi qui suis enseignant, je tente au jour le jour de transmettre. C'est aussi ce que je fais finalement en lisant ce livre-là et tous les autres, c'est de ne pas garder ce que j'ai appris, même si c'est un apprentissage tâtonnant, pour moi, mais le transmettre, ici, sans trop savoir à qui, mais au fond, il y a cette générosité, cet idéal de générosité qui me parle aussi beaucoup. Et puis donc, on assiste au parcours de Blanche, qui se poursuit ainsi. Blanche explique très clairement sa conception du pouvoir. Il y a le pouvoir ostentatoire, politique par exemple, qui ne m'attire pas du tout. Je le trouve plutôt pathétique, et même avilissant, parce que je n'en vois pas les vertus. En revanche, un universitaire en face de 500 personnes dans un amphithéâtre est dans une vraie situation de pouvoir. Il peut la vivre de deux manières. Soit il la vit de façon libre et responsable, en disant « j'ai une vraie responsabilité. C'est à moi de faire en sorte que cette transmission soit réussie. » C'est là un exercice difficile parce que transmettre le savoir à 500 personnes, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être doué. Soit il va utiliser son pouvoir dans une logique de pouvoir-autorité, et le résultat est qu'il n'y a aucune transmission. Par rapport à une situation initiale identique, peuvent découler deux résultats totalement opposés. Le pouvoir est librement vécu quand on est libre de partir à tout moment. Dès l'instant où on n'est plus libre de partir, le pouvoir est une forme d'enfermement et devient carcéral, parce qu'il y a toujours plus haut que soi. On en arrive alors très vite à la situation de harcèlement moral, particulièrement pervers au travail, parce qu'il peut être encouragé par la culture de l'entreprise. Ces chefs qui placent leurs subordonnés dans la position d'élèves décevants doivent penser qu'ils vont les inciter à donner davantage d'eux-mêmes, sans songer un seul instant qu'ils les détruisent, ou, de façon moins dramatique, loin de les encourager à renforcer leur efficacité, ils leur ôtent tout désir de faire partie d'une entreprise qui méprise ses salariés. Pas évident pour les entreprises d'intégrer les gens doués, mais en même temps, elles y ont tout intérêt. Bref, beaucoup de pistes de réflexion dans ce livre Adulte, sensible et doué. Trouver sa place au travail et s'épanouir. d'Ariel Hadda et Thierry
Brunet.